Bon, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au centre tchèque. On va commencer. Peut-être que vous voulez avancer un petit peu, on n'est pas très nombreux. Voilà, merci. Je sais pas quand j'ai fait ça quand même, oui, j'en ai. Donc voilà, bienvenue encore une fois au centre tchèque à la conférence sur Milada Horakova qu'on vous propose dans le cadre de notre petite exposition qu'on a ici pour quelques semaines. Il s'agit d'une exposition sur le bande dessinée qui est sortie aux États-Unis un an après le procès de Milada Horakova, et on vous propose justement cette exposition également que c'est pas à l'occasion du 110e anniversaire depuis la naissance de Milada Horakova. Je remercie Antoine Maes, titulaire de la chaire d'histoire de l'Université de la Sorbonne Paris 1, et Françoise Maillère, directrice du CEPES à Prague, d'avoir accepté notre invitation. Et je leur passe tout de suite la parole. Merci, bonne soirée. Merci, mesdames, messieurs, chers amis. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Françoise Maillère, directrice du CEPES de Prague, c'est-à-dire, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, le Centre français de recherche en sciences sociales, qui va bientôt fêter son 20e anniversaire. Le temps passe vite. Mais Françoise Maillère est surtout ici comme historienne, comme sociologue du politique qui réfléchit et travaille depuis des années sur les questions de dissidence, de résistance au communisme, de mémoire, et particulièrement sur la mémoire du communisme en Tchécoslovaquie. Certains d'entre vous ont certainement lu son très intéressant ouvrage « Les Tchèques et leur communisme », paru à l'EHESS en 2004. Alors nous sommes ici pour évoquer la mémoire de Milada Horakova, qui est née le 25 décembre 1901, pour réfléchir en historien sur ce qu'on peut appeler un destin. Et c'est en fait en même temps une plongée, je dirais, dans l'histoire du malheur tchèque des années 1930-1940, dont cette femme incarne les violences qui ont été faites à cette société en une dizaine d'années. Milada Horakova s'est inscrite sous la Première République comme une femme engagée, indépendante, moderne, membre du Parti socialiste national assez tôt, du côté de ses éléments démocratiques attachés au parlementarisme, patriote, engagée dans la lutte des femmes, pour les femmes. Elle a fait preuve constamment de son indépendance tout au long de sa vie. Et puis, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, elle a été une des héroïnes de la résistance. Alors, en introduction, je ferai quelques remarques sur le contexte. Françoise Maillère prendra le relais pour évoquer le procès lui-même, qui est l'objet de cette exposition, qui est autour de cette salle. Donc le procès, ses spécificités, son déroulement, sa conclusion. Et puis je rebondirai en évoquant les fonctions de ce procès, avant que Françoise ne parle de l'héritage et de la mémoire de ce procès. Je commencerai en réaffirmant une idée forte qui permettra peut-être de mieux comprendre ce qui s'est passé entre 1945 et 1948. Les pays d'Europe centrale transformés en démocratie populaire entre 1945 et 1948 ont vécu une histoire qui n'a été qu'apparemment semblable. Les héritages, les expériences récentes et très diversifiées de la guerre, le rapport aux politiques, les auto-représentations ont nourri des trajectoires différentes et les peuples d'Europe centrale ont vécu, y compris sous le régime communiste, en asynchronie,
Aussi est-il, à mes yeux, inutile et malsain de donner, comme on le voit souvent, des lauriers aux uns ou aux autres. Un tel aurait été le premier à se soulever contre le régime communiste, et dans ce cas, la Tchécoslovaquie et la RDA auraient déclenché le processus en mai juin 1953. Pour d'autres, la Tchécoslovaquie aurait été immobile en 1956, et sur elle doit peser l'opprobre du fait de cet immobilisme. Mais on peut renverser le propos en disant pourquoi la Pologne et la Hongrie sont-elles restées immobiles en 1968. Tout cela, en fait, est lié à des évolutions intérieures complexes. Et l'histoire de chacun de ces pays se comprend comme un continuum où les logiques internes sont aussi, voire plus importantes que les logiques externes. Évidemment, cela n'empêche pas d'importantes similitudes. La présence soviétique, la répression, le monopole du Parti communiste, le changement de propriété des moyens de production, qui se déroule d'ailleurs à des rythmes divers, mais la compréhension de la région dans le temps long passe par l'appréhension de ces différences internes. Et c'est comme ça que nous nous trouvons avec le cas tchécoslovaque entre 1945 et 1948 face à une spécificité très forte dont j'esquisserai ici quelques traits. Il s'agit premièrement du seul pays de la région qui ait des rapports non ouvertement conflictuels avec l'Union soviétique. C'est aussi le seul pays de la région où le chef d'État d'avant-guerre revient dans ses fonctions en 1945, le cas d'Edvard Beneš. C'est le seul pays aussi où on a une véritable tradition démocratique qui s'est maintenue dans l'entre-deux-guerres, même si on peut gloser sur le caractère de cette démocratie, et on n'a pas manqué de le faire. C'est aussi le seul pays où, à partir de janvier 1946, vous n'avez pas des troupes étrangères qui stationnent, puisque en décembre 1945, Américains et Soviétiques se sont mis d'accord pour se retirer de ce territoire. D'ailleurs, en Tchécoslovaquie, la libération par les troupes soviétiques, roumaines et tchécoslovaques, n'a pas été noircie comme ailleurs, par l'impression que la libération se transformait immédiatement en occupation. Le cas roumain, le cas polonais, le cas hongrois, qui étaient eux-mêmes des cas divers, puisque la Pologne était censée être un État vainqueur qui se retrouve occupé. La Hongrie, elle, au contraire, était un État vaincu, mais la différence dans l'occupation n'était pas très différente entre les deux pays. Et cela, même si les expériences individuelles ont pu être mitigées. Les Tchécoslovaques ont donc eu pendant près de 3 ans le sentiment de vivre partiellement en démocratie, même si celle-ci a été sérieusement écornée à partir de l'été 1947, même si le conformisme social et l'autocensure ont joué un grand rôle dans cette impression, et si, nous le savons aujourd'hui, le contrôle de la société par les communistes était plus profond qu'il n'y semblait, et cela dès la libération. Deuxième grande spécificité, un fonctionnement donc semi-démocratique unique en Europe médiane au lendemain de la guerre, qui a été marqué par les élections législatives de mai 1946, avec des résultats qui n'ont pas été contestés par les forces en présence, et qui ont assuré au Parti communiste tchécoslovaque 38% des suffrages, un peu plus de 40% dans les pays tchèques. Donc une certaine légitimité, même si on peut en discuter les fondements, du Parti communiste tchécoslovaque en Tchécoslovaquie, à la différence d'autres pays. Et même avec la perspective caressée par certains responsables du PCT
d'arriver au pouvoir par des élections démocratiques. Perspectives qui vont bien très rapidement d'ailleurs se dissiper dès 1947. Autre spécificité, la dureté des règlements nationaux, qu'il s'agisse de l'expulsion de 3 millions d'Allemands ou de la tentative avortée de pratiquer de même pour les Hongrois, car il y a eu un projet parallèle pour les Hongrois auquel les Soviétiques, pour des raisons géostratégiques de clientèle, je dirais, se sont opposés. Donc nous sommes dans un monde de brutalité politique qui se situe dans le sillage de la guerre, avec l'épuration, ses procès, ses condamnations. Je rappellerai la condamnation de Josef Tiso, le chef de l'État slovaque, et l'absence de grâce qui est si souvent reprochée par les Slovaques à Beneš. Et cette judiciarisation de la scène politique est d'ailleurs un phénomène international avec le procès de Nuremberg. On est à la fois dans un processus de solution violente des rapports nationaux et dans un processus de judiciarisation du politique. Dernière spécificité majeure, me semble-t-il, le scénario de l'instauration du monopole communiste le 25 février 1948. Formellement, à l'occasion d'une crise gouvernementale, de fait, à la suite des injonctions de Moscou, réaffirmées depuis la création du Cominform en septembre 1947, en vue de l'instauration d'un cours plus dur et plus volontariste du mouvement communiste. Cette révolution non sanglante, pour reprendre une expression de Karel Kaplan, qui a d'ailleurs écrit également sur le procès Horakova, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, cette révolution non sanglante a eu sa générale à Bratislava, à l'automne 1947, avec l'élimination du Parti démocrate par les communistes slovaques dirigés par Gustav Husak, déjà. Nous savons aujourd'hui que les communistes, avec à leur tête Clement Gottwald, ont saisi le prétexte de la démission des ministres non communistes pour exécuter un plan en place depuis plusieurs mois. Mais il faut souligner qu'à ce moment-là, nombreux étaient ceux, même parmi les non communistes, qui ne s'attendaient pas à un durcissement aussi radical de la répression. Il y avait une sorte de conviction qui régnait parmi les Tchèques, illusoire certes, mais que la tradition tchécoslovaque démocratique épargnerait en quelque sorte la violence qu'avait connue le régime soviétique. Si je rappelle tout cela, c'est pour expliquer le contexte qui a mené au procès Horakova, qui va avoir lieu en mai-juin 1950, et dont la violence a eu entre autres pour origine la nécessité d'extirper un enracinement démocratique encore fort chez certaines élites et d'accélérer l'élimination des élites non communistes, encore nombreuses. Et je voudrais citer quelques chiffres qui me paraissent significatifs de la nécessité, du point de vue de la direction communiste, de pratiquer cette épuration. Entre mars et août 1948, c'est-à-dire dans les 6 mois qui ont suivi la prise de pouvoir du 25 février 1948, 857 000 nouveaux adhérents se sont inscrits au Parti communiste tchécoslovaque. Et parmi eux, 115 000 socialistes nationaux, 113 000 sociodémocrates, 25 000 membres du Parti populaire, Parti démocrate chrétien, et 197 000 Slovaques. Et on comprend mieux, à la lumière de ces recrutements, la volonté du pouvoir stalinien d'épurer la scène politique, et cela jusqu'au Parti communiste,
comme on le verra avec le procès Slansky en 1952. Voilà, après ces quelques mots d'introduction, je cède la parole à Françoise Meyer qui va vous parler du procès proprement dit, peut-être de sa préparation, de son déroulement et de sa conclusion, un procès qui a vu 13 accusés comparaître pour trahison et subversion. Voilà. On a insisté sur peut-être les spécificités de la République tchécoslovaque. Et maintenant, on va parler du procès Horáková, mais il faut absolument, pour comprendre ce procès, le remettre dans une série beaucoup plus large de procès qui se déroulent dans l'ensemble de la zone et qui est absolument, lié à la prise de pouvoir communiste dans les différents pays. Donc il y a une grande régularité, il n'y a pas similitude, mais dans chacun des pays, en fait, on retrouve ce qu'on appelle des monstre process, des procès spectaculaires, des procès à grand spectacle, et dont on peut retrouver la matrice dès la fin des années 20 en Union soviétique. Donc en fait, la fonction de ces procès, et Antoine en reparlera tout à l'heure, la fonction est évidemment d'écarter les adversaires qu'on a invités en fait à partager le pouvoir au sein des fronts nationaux, mais des adversaires gênants dont il faut se débarrasser. Mais c'est aussi au-delà de cette fonction une autre cible qui est recherchée, et c'est celle en fait de faire une immense leçon à l'échelle nationale pour montrer quelles sont les figures positives et quelles sont les figures négatives acceptées désormais dans l'ordre communiste. Donc on n'a pas attendu 89 pour étudier les procès de ce type, mais on ne les a pas étudiés de la même manière après 89 et avant 89. Avant 89, on s'est beaucoup plus basé sur les témoignages des victimes ou de leurs parents, et après 89, on s'est beaucoup plus attaché à reconstruire les choses à partir des traces matérielles, donc des archives ou des traces filmiques ou radiophoniques, audiovisuelles qui restaient de ces procès. Pour la République tchécoslovaque, l'auteur le plus prolixe sur cette affaire, c'est Karel Kaplan, et ça le reste encore aujourd'hui. Il écrit, dès les années 70, des ouvrages extrêmement intéressants, qui passent un petit peu inaperçus et qui définissent, qui déterminent, qui identifient en fait les ingrédients de ce qu'on appelle les procès, les procès à grand spectacle. Il s'agit selon lui d'un crime toujours fabriqué. Un crime fabriqué que l'on insère dans des trames diverses avec toujours une issue fatale. Il s'agit d'une accusation qui entre dans une idéologie. L'idéologie qui peut s'axer autour de l'ennemi américain ou du titisme. C'est un grand spectacle. Et cela, nous allons le voir à l'aide des photos. Et dans ce grand spectacle, chacun doit jouer son rôle. Ce sont des procès qui sont toujours accompagnés d'une grande campagne de propagande qui s'étend à l'échelle de la société. Et cet aspect avait été, jusqu'en 89, peu étudié par les gens qui s'intéressaient à ces procès. Et enfin, c'est un procès ce sont des procès collectifs, rarement, on les retient toujours par le nom de l'acteur principal, mais ce sont toujours des procès collectifs, et ce sont toujours des procès qui s'insèrent dans des chaînes de procès
qui permettent d'étendre les effets de ces procès sur l'ensemble du territoire de la société. Donc cinq ingrédients que l'on retrouve pratiquement dans tous les pays qui ont eu ce type de procès. Alors pour la Tchécoslovaquie, Kaplan, dès les années 70, distingue deux vagues de grands procès politiques. Celle des procès contre les adversaires non communistes du régime communiste, partenaires pour un temps mais adversaires potentiels, et cette première vague culmine en 1950 avec le procès Horakova. Et celle des procès contre les communistes, dont le procès Slansky-London serait emblématique. Selon les époques, on retient plus les premiers que les seconds. Et on peut dire que jusqu'en 89, l'image, enfin l'emblème, le paradigme du procès à grand spectacle dans la mémoire du passé tchécoslovaque, c'était plutôt le procès Slansky, et le procès Horakova était tombé largement dans l'oubli. Ça ne veut pas dire qu'il était oublié, mais la culture mémorielle qui existait ne trouvait pas une audience très large. Alors maintenant, je vais parler du procès Horakova lui-même. On doit encore à l'historien Karel Kaplan d'avoir écrit les premiers textes les plus importants sur cette question. Le procès Horakova visait en fait un parti politique, le parti. Alors je ne sais pas très bien quelle est la convention en français pour prononcer le nom de ce parti, parce que ça me Socialiste national. Socialiste éviter national. La confusion nationale pour éviter. Socialiste. Oui, mais bon. Voilà. En fait, il touchait aussi d'autres gens d'autres gens autour de ce parti. Au cours de l'instruction qui a commencé en 1949, en fait, on est passé, selon Kaplan, d'une accusation du dévoilement d'activités anticommunistes avant et pendant le février 48 à une collaboration illicite avec les forces de l'exil. C'est-à-dire qu'au départ, on accusait en disant qu'il y avait des activités illicites, mais qui s'inscrivaient uniquement dans le paysage national, et ensuite on a forcé le trait en montrant les liens avec l'exil et donc les prétendus plans de déstabilisation internationale. Prétendu, mais pas si prétendu que cela, car l'activité donc contre le régime existait bel et bien sous forme de réunions, mais de réunions seulement. Dans ce procès, des acteurs pour la première fois vont rentrer en jeu. Ce sont les conseillers soviétiques. Il y a eu des grands procès avant le procès Horakova. Il y a eu des procès des prélats contre les prélats, et il y a eu des procès contre les nationalistes, enfin contre des Slovaques, donc depuis, et puis il y a eu évidemment les grands procès contre les représentants de la résistance non communiste, mais pour la première fois on a un procès avec l'intervention de conseillers soviétiques qui donc donnent des recommandations pour mener l'enquête. Ces conseillers, d'après les historiens tchèques, donc apportent des modalités nouvelles dans ces procès, une plus grande liberté de fabrication du chef d'inculpation, et aussi l'usage des protocoles comprenant des questions et réponses préparées, otázkové protokoly, c'est-à-dire ce que vous avez peut-être vu dans des films, l'impression qu'on pose des questions et que l'inculpé récite une leçon.
et puis toutes sortes de pratiques pour empêcher de dormir, pratiquer des interrogatoires extrêmement longs et ininterrompus, pratique qui apparemment n'était pas si courante que cela avant le procès Horakova. Une autre particularité, une autre innovation dans ce procès, c'est le rapport extrêmement étroit entre le pouvoir politique, judiciaire et quelque chose qu'on n'avait pas non plus autant dans les autres procès. Alors, je vous ai dit tout à l'heure un procès à grand spectacle, un procès où chacun doit jouer son rôle. Donc, les procureurs et les juges et les avocats sont choisis de façon extrêmement serrée et en fait sont sélectionnés des gens qui se sont particulièrement montrés capables d'une grande brutalité dans les procès précédents. Il s'agit de Urvalek, Brojova et Viska. Vous avez peut-être, si vous avez suivi si vous avez vu des extraits du film qui passe en boucle, le film de Mudra, ou d'autres films, vous avez certainement pu voir un Urvalek vociférant ses contributions à ce procès. Alors le procès dure 9 jours, 9 jours d'audience publique et du public, je vais en parler bientôt, mais peut-être que je vais attirer votre regard sur la photo de l'écran pour que vous réalisiez mieux les stratégies scénographiques de ce type de procès. Donc, on arrive, je parlerai après des modalités, donc j'en finis avec le procès. Au bout de 9 jours, donc 4 peines de mort sont prononcées. Milada Horakova, Mikhail Buchal, Zavish Kalandra et Oldřich Petzel, et les autres sont condamnés à des peines allant de 15 à 25 ans, voire la perpétuité. Les peines sont exécutées quelques jours après, malgré quelques protestations, dont celle de Einstein. En ce qui concerne d'ailleurs, en préparant cette intervention, j'ai une question qui m'a été soumise par les collègues tchèques et que je poserai à Antoine Marès. Connaissons-nous, en fait, pouvons-nous dire s'il y a eu plus du côté des autorités françaises, car si les travaux tchèques se sont beaucoup développés depuis les années 90 sur le procès, un vide reste à combler, c'est celui du silence ou des limites du silence, en fait, de la présence diplomatique dans cette partie de l'Europe. Donc en fait, la chose n'a pas apparemment été étudiée systématiquement, et elle devrait l'être, à mon sens. Elle est très importante. Alors, je vous ai dit que tout le monde jouait un rôle dans ce procès. On arrête une femme. Parce qu'en fait elle représente une légitimité politique qui fait peur, donc on agite, on la met, on crée un chef d'inculpation en disant que il y a complot, donc on met ensemble toutes sortes de gens qui se connaissaient et d'autres ne se connaissaient pas. On invente, mais on invente à partir quand même de faits qui sont réels, mais qu'on interprète un peu plus durement, donc une trame de complot qui viserait à déstabiliser le pouvoir qui s'est mis en place. Et évidemment, on a besoin de montrer tous les liens avec l'étranger pour montrer que
ce complot est dirigé de l'extérieur et non pas de l'intérieur. Si on regarde la liste des accusés, on voit le rôle qui est attendu de chacun. Alors certains seront les représentants du grand capital, d'autres, c'est par exemple le cas de Jiří Hejda, qui est un économiste extrêmement, enfin un entrepreneur et quelqu'un qui a écrit des textes sur l'économie qui sont, paraît-il, remarquables et qui sont actuellement d'ailleurs remis en valeur par certains groupes et donc qui fait peur. D'autres sont comme Jan Buchal, considéré comme le putschiste d'Ostrava. Zawisz Kalandra, c'est le trotskiste de service. Et pour les autres, il y a toujours une fonction et c'est très important lorsque l'on entend en fait les dépositions et les chefs d'accusation qui sont développés à l'intérieur du procès. Alors, autour de ce procès, il y en aura 35 autres, où 10 peines de mort supplémentaires seront prononcées, 48 peines de prison qui, mises bout à bout, nous dit Kaplan, équivalent à 7830 années d'incarcération distribuées sur 639 personnes. Voilà. Donc c'est une phrase de Kaplan qui est souvent citée et qui est assez explicite du climat de l'époque. Alors regardons le prétoire à présent et nous voyons une disposition qui n'est pas tout à fait habituelle pour un procès. La salle a été organisée de la sorte de façon à pouvoir filmer surtout les accusés, donc ils sont devant le public, à peine séparés du public. Ils sont répartis sur 3 rangs, séparés par des militaires. Derrière eux, il y a des journalistes, et encore derrière eux, il y a le public trié sur le volet, invité, et chaque jour un public différent, donc qui accompagne le procès. Devant les procureurs et les juges, sur votre droite, ici, vous voyez des avocats. Malheureusement, les avocats sont les seuls dont nous n'avons pas les bandes son et la voix. Et donc le témoignage sonore des avocats a été dès le départ supprimé, et c'est le seul. Pour le reste, on a des bribes de pratiquement l'ensemble du procès, et j'y reviendrai tout à l'heure. Là, j'ai un truc qui gêne. Donc ici, on voit donc Horakova sur la droite, et puis ensuite, bon, vous reconnaissez peut-être certains personnages. Zeminova donc sur la gauche, et puis derrière caché, je crois qu'il y a Klamerova. Donc il y avait 3 femmes et le reste sont des hommes. Et Zawisz Kalandra se voit très très peu. Je crois qu'il est au 3e rang, et on le verra mieux sur une autre photo. Vous remarquez peut-être sur la droite que les avocats portent des lunettes noires. C'est à cause des projecteurs. Le procès avait, en plus de toute la pénibilité de ce que ça peut représenter, en fait, il y avait ces projecteurs qui étaient pratiquement en permanence et qui fatiguaient terriblement, surtout ceux sur lesquels ils étaient fixés, c'est-à-dire les témoins. Et lorsque l'on mesure ce que c'est, on est d'autant plus impressionné par la stature la tenue, l'attitude de Milada Horakova tout le long des prises de vue. En revanche, les 2 autres femmes, très souvent, dans les
pendant le film, et même sur certaines photos, ont l'air très épuisés et s'essuient des yeux, sans doute, pas des pleurs forcément de tristesse, mais vraiment une véritable torture de la lumière leur est imposée. Donc voilà, eux n'ont pas le droit, eux n'ont pas le droit aux lunettes. Troisième photo. Donc là c'est un peu toujours la même chose. Je l'ai sélectionné parce que je trouvais intéressant de voir cet avocat levé. Moi je suis très curieuse de savoir ce qu'il a dit et d'entendre sa voix. Malheureusement cela ne nous sera pas donné. Et malheureusement aussi pour les archives, en fait, les archives judiciaires, les notes les minutes du procès peuvent être récupérées, mais en ce qui concerne les papiers des avocats, c'est à la Chambre des avocats, et à ma grande surprise, le totalitarisme est totalement imparfait puisque les avocats peuvent garder leur dossier. Là nous voyons troisième photo. Donc Milada Horakova en train de répondre aux questions. Souvent posées par Urvalek ou bien Brochova, qui est une jeune procureure. Donc quelques mots sur ce personnel des cours. Sont des gens qui souvent ont eu la possibilité de passer leurs études de façon accélérée après la Deuxième Guerre mondiale, parce que c'était des gens considérés comme fiables, et donc il n'y a pas vraiment parmi eux une culture juridique, et on s'étonne finalement assez peu de ce qui peut se produire dans ce prétoire. Et quand on entend parler Brochova et Urvalek, on est assez sidéré. Cinquième photo. Donc ici, on voit de dos procureur et juge. Malheureusement, c'est pas la meilleure photo pour les connaître, mais peut-être connaissez-vous déjà leur visage. Et une autre photo encore. Donc je tenais à vous montrer Zawish Kalandra et Oldřich Petzel. Parmi les bandes filmées que nous avons, qui ont pu être conservées, le discours de Zawish Kalandra est extrêmement impressionnant. Zawish Kalandra sait qu'il va mourir, il se fait absolument aucun doute sur l'issue de ce procès en ce qui le concerne. Il répond à un feu de questions, et on voit dans ses yeux en fait une sorte de jubilation à chacune des questions posées, comme une occasion en fait de dire des choses assez fine, extrêmement dure et ironique à l'encontre de ces procureurs. Mikhail Bukal, donc le fameux putschiste d'Ostrava, et donc lui qui est peut-être un peu moins préparé que Zawish Kalandra pour répondre, et les bandes filmées qui nous sont parvenues jusqu'à nos jours nous montrent justement à quel point chaque individu, avec les moyens dont il dispose, peut répondre à ce type d'accusation. Là, c'est Madame Kleinerova, et voilà. Donc, vous avez vu, maintenant vous pouvez regarder les photos, mais je reviens à ce que je voulais dire sur le procès. Le procès a été filmé avec cette idée que on allait utiliser tous les moyens pour faire une grande leçon à l'échelle de la société.
Donc les journaux, la radio, le cinéma et pas la télévision, hein, parce que à l'époque c'était pas encore au point. Donc c'est bien des caméras qui tournent en 30 mm et il y a des réunions, on a retrouvé dans les archives en fait les directives du ministère de l'Intérieur pour les attendus de ce procès et de ce film. Et ces archives montrent en fait qu'il y avait une très grande appréhension des acteurs et des protagonistes de cette justice quant au résultat du film. Ils avaient très peur en fait que les accusés suscitent la sympathie du public. C'est pour ça peut-être aussi que le public changeait chaque jour, mais en ce qui concerne un film qui suit de près les visages et surtout les visages des femmes, donc là c'était plus problématique et on tente malgré tout le coup, mais en sachant parfaitement que l'affaire n'était pas simple. Pourquoi on le savait? Parce que pour un procès précédent, il avait été convenu de faire un film, et ce film c'était un film de fiction qui reprenait une affaire judiciaire sur un procès qui mettait en cause l'Église, en fait avait suscité une telle sympathie auprès du public que les communistes savaient à quoi ils s'exposaient. Et ils pensaient avoir tout verrouillé, et ils ont essayé quand même de faire ce film. Donc dans la première photo, on voyait les caméras. Alors vous les voyez, si vous revenez à la première, on voit où sont disposées les caméras. Elles sont devant, il y en a deux. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ces caméras filment, mais la bande son n'est pas synchronisée. Et moi, je n'avais pas compris ça au début. Je me disais, c'est formidable, on a retrouvé les films, on va pouvoir reconstruire très vite tout ça. Mais non, c'est très compliqué parce que dans un premier temps, on nous dit que les bandes, des films sont disponibles. 6h30 de film, c'est énorme, hein. Même si c'est 9 jours, c'est pas l'intégralité, mais c'est énorme sur l'ensemble tous les gens qui travaillent sur les procès de ce type vous diront qu'il y a très peu d'exemples de procès qui peut être autant illustré. Mais les bandes-sons ne concordent pas. Donc le premier travail des historiens après 90 a été d'essayer de reconstituer en fait à partir de ces archives et radiophoniques, filmiques et de la propagande qui existait, de reconstituer la réalité du procès. Donc je sais pas, pour la propagande, ça n'a le film finalement n'a pas été monté. Il n'y a pas eu de film monté. Il y a eu quelques scènes qui ont été qui ont été mobilisées pour faire des journaux qu'on montrait au début des séances de cinéma, mais rien de plus. Et pendant de longues années, ces bobines ont été enfouies dans les étalages des archives cinématographiques et redécouvertes dès les années 80, cachées par M. Vladimir Opiela, qui est toujours l'actuel directeur des archives cinématographiques et qui le reste encore quelques semaines, et qui ne les fait ressortir véritablement qu'à partir des années 90. Donc en fait, en termes de propagande, parce que la grande question qui se pose, en dehors de tout ce qu'on a écrit et de tout ce qu'on sait en fait sur les acteurs qui étaient dans le prétoire, c'est la société. Comment se fait-il qu'une société, comme nous a dit Antoine, qui a la réputation d'avoir
d'avoir un passé démocratique. Comment cette société a-t-elle pu produire avec une ampleur telle des pétitions, des lettres, des discours, toutes sortes d'interventions qui demandaient des peines beaucoup plus fortes finalement que celles qui ont été prononcées. C'est le sujet, enfin c'est le thème d'un livre qui est vraiment un livre absolument formidable, Žada trest smrti, qui est l'œuvre donc de Pavlina Farmankova et Peter Koura, et qui nous demandons la peine de mort, traduction. Oui. Nous demandons la peine de mort. Et donc, ces deux historiens, en fait, ont retrouvé dans les archives des cartons entiers, en fait, de pétitions, et ils ont essayé de reconstituer à partir de ces écrits en fait la carte de la collaboration de cette société à ce moment précis de l'histoire du communisme. Donc ils ont une très très longue introduction où ils posent des tas de questions novatrices sur cette question qui pose vraiment problème. Donc avant 89, on s'est surtout intéressé à ce qui se passait à l'intérieur du prétoire, à partir surtout des témoignages des gens qui y avaient été. Après 89, on a une autre manière de se poser des questions et qui étend en fait l'interrogation à l'ensemble de la société et plus seulement à une poignée de communistes ou de victimes du communisme. Merci Françoise. Donc je vais prendre le relais en évoquant quelques éléments du contexte et puis également les fonctions. Donc nous sommes en présence d'un procès, on pourrait dire à grand spectacle, qui implique 13 personnes, dont 3 femmes, et ce procès s'achève avec la condamnation à mort exécutée de 4 personnes, dont une femme. On est en présence, à ma connaissance, d'un fait unique, d'une femme qui réclame la mort d'une autre femme pendant ce procès, Panoucheva contre Horakova. Je ne crois pas que dans l'histoire du régime communiste, je ne parle pas de la période de l'épuration, dans l'immédiate foulée de la guerre, mais je ne crois pas qu'on ait un autre exemple d'une femme qui ait été condamnée à mort et exécutée pour des raisons politiques dans le système communiste. Je peux faire erreur. Il y a eu, bien sûr, comme l'a rappelé Françoise, d'autres procès qui ont eu lieu avant, y compris des grands procès spectacles. Je pense notamment au procès Laszlo Rojk en Hongrie. D'ailleurs, Rojk qui avait été ministre de l'Intérieur et qui avait mis la machine répressive en route dans laquelle il a été lui-même broyé. Donc ça, c'est l'automne 49. Mais en Bulgarie, on a également un grand procès du même type avec Kostov. D'ailleurs, Rojk et Kostov étaient tous deux des anciens des brigades internationales, et ce n'est pas un hasard, on retrouvera très souvent cette constante d'anciens des brigades internationales qui se retrouvent dans ces procès d'épuration communiste. Donc le procès chronologiquement, le procès de Milada Horakova n'est pas une nouveauté. Ce n'est pas non plus un événement isolé, y compris, je dirais, dans la chaîne de la répression en Tchécoslovaquie, parce qu'il faut bien voir qu'on n'a pas attendu février 1948 pour se lancer dans ce genre de répression, et que la situation c'était aussi dès l'automne 1947 à l'initiative du ministre de l'Intérieur, Nosek. Comme Françoise Meyer l'a dit, ce procès Horakova
peut être mis en parallèle avec le procès Slinsky. Effectivement, dans les jeunes mémoires dont elle parlera, c'est tout à fait caractéristique de voir que l'un a effacé l'autre et que peut-être il y a comme ça des alternances dans la mémoire qui s'expliquent bien sûr très largement par les instrumentalisations politiques. Le troisième point de contexte que je voudrais un petit peu systématiser, c'est que nous sommes en présence d'un procès en raison bien évidemment de l'arrivée des conseillers soviétiques au sein du ministère de l'Intérieur au début de l'automne 1949. Nous sommes en présence d'un procès qui a déjà toutes les caractéristiques des grands procès soviétiques, oui, de la fin des années 20, mais surtout des années 30, la longue préparation des accusés avec torture morale et physique, le processus de l'aveu et son détournement systématique et son élargissement systématique également. On voit bien comment les procureurs rebondissent sur des affirmations très segmentaires, très partielles des accusés pour essayer de généraliser le propos et de tirer bien sûr des conclusions qui ne devraient pas être tirées de ces aveux entre guillemets. Françoise a bien souligné un point qui est capital, c'est l'abolition des frontières entre le système policier et le système juridique. Il n'y a plus de division des pouvoirs. La mise en scène, bien sûr, du procès et sa diffusion, les amalgames permanents, l'implication du peuple travailleur, entre guillemets, à l'appel à condamnation. Et je crois que là, on pourrait réfléchir sur l'organisation du conformisme social. Bien sûr, la mise en avant du principe de complot et ses liens avec l'étranger, et puis la violence extrême de l'accusation et l'effacement de la défense. Alors, au-delà de ces points formels et concluants, quelles sont les fonctions de ce procès? Je dirais tout d'abord une fonction directe. C'est l'élimination des représentants des anciens partis. La composition des 13 accusés du groupe est tout à fait significative. On a des socialistes nationaux, des sociodémocrates, des membres du Parti populaire et des représentants de la gauche non communiste, Zavish Kalandra, une grande figure évidemment d'intellectuel, et c'est un des plus grands intellectuels tchèques qui est là sur le banc des accusés. Et tout le procès s'est efforcé de montrer la conjonction d'accusés qui n'avaient en commun seulement de ne pas être communistes, avec un savant dosage des différentes composantes de la société tchécoslovaque, y compris l'ancien propriétaire de mines, qui représente le capitalisme, qui est là, bien sûr, à dessein. Il s'agit, c'est d'ailleurs dès 68, quand on est revenu sur l'examen de ce procès, tout le monde est convenu qu'il n'y avait pas de lien entre ces différents accusés. Deuxième fonction, il est frappant de constater dans les démocraties populaires en voie de stalinisation la montée du discours d'hostilité à l'égard de l'étranger autre que soviétique. Et ce procès est destiné à montrer comment les hommes politiques qui se sont réfugiés à l'étranger servent de relais à l'impérialisme pour nuire au nouveau régime. Et ils ont conservé des alliés à l'intérieur qu'il faut éliminer. Au fond, dans le cadre de la guerre froide, il faut se méfier de tout ce qui vient de l'extérieur, que ce soit les comploteurs, que ce soit la culture étrangère considérée comme cosmopolite, et qui doit laisser la place au réalisme socialiste. Je dirais que ce procès participe à la construction de la xénophobie dirigée contre le monde occidental. Troisièmement, ce procès
comme les précédents, on a parlé des procès contre les ecclésiastiques, mais aussi contre les militaires, contre les socols, etc. Et les suivants est destiné à instiller la peur chez tous ceux qui seraient susceptibles ou seraient tentés de s'engager sur la voie d'une opposition quelconque. On a choisi une figure emblématique et connue pour son courage. On a dit en passant tout à l'heure que Milada Horáková était une héroïne de la résistance. Elle a été arrêtée assez tôt. Elle a passé plus d'1 an et demi dans les geôles, puis elle a passé 2 ans pratiquement à Thérésine. Et donc on a choisi une figure réputée pour son courage pour incarner ce danger et dissuader d'autres, vraisemblablement moins courageux. Et on va jusqu'à l'exécuter avec 3 de ses compagnons d'infortune pour l'exemple. Une thèse a été avancée, je ne sais pas ce qu'en pense Françoise, on n'a pas eu le temps d'en discuter, par un politologue tchèque de Prague, Zdeněk Stošin, il y a quelques années, pour expliquer qu'une des raisons pour lesquelles Horáková a été condamnée est peut-être liée à des règlements de compte qui ont eu lieu au sein du Parti socialiste national, de la part de socialistes nationaux qui se sont ralliés au Parti communiste et qui ont fait d'ailleurs des carrières assez brillantes sous le régime communiste. Et l'élimination de Horáková visait à écarter quelqu'un qui avait été témoin d'un certain nombre de leurs turpitudes pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je vous livre cette interprétation sans avoir moi-même d'avis. Et bien sûr, 4e point, tout cela entre dans un processus judiciaire global. Françoise a rappelé que dans le sillage du procès de Horáková, il y avait eu 35 procès avec 635 personnes, etc. J'ai relevé les mêmes chiffres chez Karel Kaplan. C'est ainsi qu'Antonín Sum, par exemple, le dernier secrétaire de Jan Masaryk, a été condamné à prison à vie pour espionnage au profit de la Grande-Bretagne, une conséquence très directe du procès Horáková. Donc ces procès phares étaient suivis d'une multitude de procès qui touchaient des centaines, voire des milliers de personnes. Et cela rentre dans un processus plus global encore de judiciarisation politique qui va toucher en gros 200 000 personnes en Tchécoslovaquie entre 1948 et 1950-1951. Alors, Milada Horáková est condamnée à mort, elle a été exécutée le 27 juin, si mes souvenirs sont bons. Son corps est incinéré. On ne sait pas, on n'a pas su pendant très longtemps où se trouvaient ses restes. Je pense que on a eu quelques pistes par la suite. Elle aurait été enterrée dans une fosse commune près d'un crématorium de Prague, je pense. Je crois avoir vu ça quelque part. Mais le procès Horáková était loin d'être terminé avec sa disparition. Se posera la question du sort des emprisonnés non exécutés, il en restait 9. La question de leur libération, qui va s'étaler entre 1960 et 1963, quand ils ne sont pas morts en détention. Il y en a au moins 1 ou 2. Et la question de leur réhabilitation aussi. La question de la sanction de ceux qui ont participé à ces meurtres judiciaires, tout en sachant très bien les actes qu'ils commettaient. Et enfin, la trace de ce procès dans la mémoire collective tchèque, voire tchécoslovaque. C'est la dernière partie dont va vous parler Françoise. Donc,
Oui, on avait voulu les montrer et on s'est empressé de les faire disparaître et de faire disparaître leurs cendres. Donc la dernière tentative de retrouver et de localiser les cendres de Milada Horakova a échoué. Ça a donné un film donc à la télévision cette année. On a fait un prélèvement d'ADN sur sa fille, donc Madame Kanska, et on est allé on a ouvert les tombes et les endroits, les fosses où on croyait qu'elle était enterrée, et on a pu localiser. On n'a rien pu localiser, donc le mystère reste entier et il n'y a pas de réponse pour aucun des 4 disparus. Donc on a vraiment ensuite le régime a vraiment tourné une page, et puis ensuite l'histoire a contribué à faire oublier ce type, ce procès particulier, parce qu'il y en a eu un autre qui a fait de l'ombre à Horakova, celui de Slansky, qui avait été un acteur assez important dans le procès Horakova. Donc la déstalinisation aussi, en fait, a contribué à renforcer, à épaissir, en fait, le voile qu'il y avait sur ces premières victimes du communisme, en mettant en avant les victimes ultérieures et en faisant oublier et en ne donnant pas d'écho et à ce qu'aurait pu être leur mémoire. Ça a été particulièrement fort en France, puisque Landon est arrivé en France, et puis un cinéaste aussi a beaucoup créé à épaissir ce nuage de fumée. C'est malheureusement Costa Gavras, en faisant ce film formidable sur l'aveu, mais qui finalement apparaît ensuite, s'imprime dans les consciences de façon assez universelle, comme l'emblème et le modèle de ce qu'aurait été un procès à grand spectacle. Vous remarquerez dans l'aveu, donc c'est tiré du témoignage de Landon, c'est très proche en fait de ce qu'il peut nous livrer, et comme c'est son expérience, tout tourne autour de cette problématique de l'aveu. Le problème avec les accusés du procès Horakova, c'est qu'il n'y a pas eu d'aveu. Il y a eu des aveux de la part de gens qui ont été cassés pendant l'instruction, c'est le cas de Zeminova, mais il n'y a pas eu d'aveu. Quand vous écoutez les dépositions, les derniers discours de Horakova, de Zawish Kalandra, etc., il n'y a rien d'un aveu. En revanche, et je nuancerai un petit peu ce qui a été dit tout à l'heure sur le fait que les gens ne se connaissaient pas, il y a des réponses qui ne sont pas l'antipode ou l'antithèse de ce qui est suggéré dans les questions. Ça veut dire que lorsqu'on demande à Horakova si elle a eu des réunions et si elle pensait renverser, si elle aurait souhaité que le régime soit renversé, etc., elle dit oui. Si on lui pose la question de savoir, la question sur ses liens avec l'étranger, elle ne nie pas, elle dit oui, bien sûr, parce que en fait, il y a une sorte d'effet un petit peu pervers lorsqu'on étudie les procès construits, parce que les causes sont construites, les chefs d'inculpation sont construits. Il ne faut pas oublier, quand on revient sur ce passé, qu'il y avait quand même des gens qui exprimaient une opposition, et cette opposition, elle est bien réelle. Alors, l'opposition chez Horakova et chez ses copains, c'était une opposition non armée. C'était une opposition qui croyait encore à l'action politique peut-être clandestine, etc., mais non armée, non violent, non armée. Politique, diplomatique, mais pas de bombes, pas d'armes, pas de choses comme ça.
Donc c'est ensuite pour nous assez difficile en fait quand on revient sur ce passé de faire la part des choses, parce qu'on a tellement envie de dire mais tout était construit, tout était que finalement on prend à ces acteurs leur part d'engagement qui était un engagement résolument contre ce régime. Alors après 89, les choses changent et évidemment on cherche des repères dans le passé qui puissent aider à reconstruire des valeurs dans cette société. Et c'est vrai que dans ce processus, la figure de Milada Horáková va grandir de mois en mois et pour devenir tout à fait centrale dans l'identité tchèque. Il y a énormément de rues Milada Horáková, il y a énormément de monuments à sa mémoire. Beaucoup de gens croient avoir vu sa tombe, parce qu'il y a beaucoup de monuments funéraires à Milada Horáková. Ce n'est pas sa tombe, ça ne peut pas l'être. Et donc, Milada Horáková est extrêmement présente dans le paysage urbain de cette société. Alors pourquoi elle est si présente? Parce qu'elle a absolument tous les éléments pour créer une mémoire consensuelle autour d'elle. C'est une militante antifasciste, c'est une militante elle est à la fois une combattante et une victime, et des deux régimes, donc du nazisme et du communisme, et surtout c'est quelqu'un qui n'est pas communiste. Et après 89, peut-être que dans les premiers mois ça n'a pas autant d'importance, mais au fil des mois ça va reprendre terriblement dans la société tchèque. C'est quelqu'un à qui on ne peut pratiquement rien reprocher. On ne peut pas trouver pratiquement de faille au personnage, à la figure de Horáková. Remarquez qu'on ne sait pas grand-chose d'elle, en dehors de ce procès. On ne sait pas tant de choses que ça. On ne sait presque rien sur ce qu'elle a fait pendant la guerre. On nous répète partout qu'elle était à Terezín, etc. Mais on sait finalement très peu de choses. Il faut dire que, prenant une importance énorme dans le paysage mémoriel, elle en a perdu aussi terriblement dans les projets scientifiques institutionnels, c'est-à-dire qu'il n'y a pratiquement pas de chercheurs dans les années 90 qui s'intéressent au procès de ce type et au procès Horáková en particulier. Alors les choses vont se renverser à partir de la découverte. Alors oui, je voulais dire une chose aussi qui est assez emblématique de l'état d'esprit au tout début, au moment du tournant. Opiela, qui est donc le directeur des archives cinématographiques, va à Obczanski Forum, le forum civique, invité par les membres du forum civique pour travailler sur des projets documentaires qui pourraient aider à l'éducation politique, sociale des Tchèques avant les élections, les premières élections libres, et plusieurs sujets de documentaires sont proposés en fonction des archives filmiques dont dispose Monsieur Opiela. Et 3 thèmes sont proposés comme 3 thèmes porteurs et importants pour le tournant politique. Le premier, c'est Masaryk. Le deuxième, c'est Jan Palach. Et le troisième, c'est Horáková. Et c'est le troisième, finalement, qui emporte qui emporte le plus de suffrages, car le personnage de Horáková rassemble, en fait, les qualités, pratiquement, des deux autres. C'est-à-dire que vous avez une sorte de synthèse de tout ce que peut produire en potentialité héroïque. Vous avez une synthèse dans le personnage de Horáková. C'est ce qui va donner lieu, en fait, au premier film que vous avez vu peut-être dans le couloir, le film de Mudra,
qui se sert donc des archives filmiques qui ont été redécouvertes dans les années, dans les années 80 et ensuite mises à disposition au début des années 90. Et ce film, en fait, est un film d'1 heure. C'est un film qui tourne essentiellement autour du personnage de Horakova, qui met très peu en valeur le fait que le procès a été un procès collectif, mais en fait il ne tourne pas autour du procès, il tourne autour de la vie et de la trajectoire de Horakova et du fait qu'elle a été victime finalement du totalitarisme, des deux totalitarismes, du nazisme et du communisme. C'est l'ensemble de sa vie qui est pris dans ce film, et des archives, finalement, on a pris tout ce qui pouvait aller dans le sens d'une sorte d'apologie du personnage et qui suscite une empathie maximale pour le personnage de Horakova. Un peu plus tard, quelques années plus tard, comme le film avait été... vous savez, quand quelqu'un fait un film, se sert des archives, que le film est bon, parce que le film est bon, on se dit, le cinéaste a tout fait. Il a vu les archives et il a fait ce film et ça suffit. Donc finalement, pendant plusieurs années, les cinéastes, les documentaristes et les archivistes ne reviennent pas vraiment à ces archives. En plus, elles posaient énormément de problèmes parce qu'il n'y avait pas eu encore la synchronisation du film, du son et des textes. Il n'y avait pas eu un gros travail historiographique qui permettait de reconstruire véritablement le procès. Alors on doit à un documentariste, Martin Badass, de revenir à ces archives et de lancer en fait, en redécouvrant la richesse de ces archives, une sorte de mouvement historiographique qui a donné entre autres ce livre et beaucoup d'autres études sur la question. Alors, ce qui est intéressant, je trouve que c'est bien c'est assez révélateur de ce qui se passe dans la mémoire tchèque des années 90 et 2000. Pourquoi Martin Badass a besoin de regarder ces archives? C'est pas pour faire un deuxième film sur Milada Horakova. Milada Horakova l'intéresse finalement assez peu. C'est parce que lui s'intéresse à un autre sujet qui divise la société tchèque de façon extrêmement dure. C'est une autre partie de l'histoire, un autre cas, c'est le cas des frères Machine. Les frères Machine sont des gens qui ont pris les armes contre le communisme. Donc pour certains, pour une partie de la société tchèque, ce sont des rêveurs et ce sont malheureusement des assassins parce que dans le cours de leur histoire, ils ont été confrontés à des forces de l'ordre et il y a eu mort d'homme. Pour les uns, pour une partie des Tchèques, il s'agit d'assassinat, et pour une autre partie des Tchèques, il s'agit de légitime défense et de droit à l'opposition armée. Le problème, c'est que l'opposition armée en Tchécoslovaquie, elle est extrêmement minoritaire. Et donc, beaucoup de gens la remettent en cause. Si vous étiez dans des pays baltes ou un peu plus à l'est, il y a eu de l'opposition armée jusqu'au milieu des années 50. Mais en Tchécoslovaquie, il y en a eu peu. Et comme on a cette image que finalement tous les procès des années 50 ont été des procès construits, des causes construites, qu'en plus les victimes dans le cours de dans le processus de leur réhabilitation dans les années 60, ont souvent plutôt été dans le sens de dire oui,
c'était des procès construits, non, il n'y a pas eu de sabotage, etc. Non, je n'ai rien fait pour pouvoir obtenir des réhabilitations. Il y a sur le sens à donner à ces années beaucoup de questions, et des questions qui sont extrêmement vivantes. Là, on parle vraiment de mémoire. Le passé est vivant, déchire les Tchèques. Je ne connais pas un Tchèque qui ne s'excite pas sur cette question des frères Machil, pour ou contre. Elle ne laisse pratiquement personne indifférent. Non? Bon. Donc, Martin Vadas, en fait, c'est pour commenter, recherche à recréer le contexte d'action et d'engagement des frères Machil. Les frères Machil opèrent après 1950. Et la question qu'il se pose, c'est pourquoi n'ont-ils pas agi avant? Pourquoi cette action armée qu'ils défendent n'a-t-elle pas pris, ne s'est-elle pas déroulée avant? Et selon lui, il fait une hypothèse que la violence était telle, la violence du régime était telle qu'elle justifiait un changement de position dans la notion d'opposition, dans la façon d'envisager l'opposition au régime, car si un régime était capable de tuer une femme, de la façon dont on avait tué Milada Horakova, alors nous étions bien en guerre, et le seul moyen de lutter contre ce régime, c'est de prendre les armes. Donc l'hypothèse qui est développée ici, chez les gens qui croient à ça, c'est d'essayer, c'est de dire, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose de ce type, une horreur de ce type, avec la participation d'une très grande partie de la société, que certains ont décidé de prendre les armes. Et ensuite, comme ils étaient minoritaires, que ça s'est mal passé, etc., ça a été relu successivement par des tas de groupes et d'individus. Et c'est vraiment un enjeu de mémoire, un des enjeux de mémoire les plus importants dans la société tchèque actuellement. Donc, il y a eu, c'est la redécouverte de ces archives filmiques a donné lieu à des pratiques de projection, d'abord des films, de projection accompagnée par des groupes d'experts, de jeunes experts engagés, j'ai pas envie de dire militants, plutôt engagés, dans un sens d'une interprétation de l'histoire. Et petit à petit, ces choses se sont développées suffisamment pour que des financements soient dégagés de façon à faire un autre film, cette fois-ci sur le procès Horakova, qui s'appelle Proces Hash, qui est sorti il y a quelques années, que je vous recommande énormément pour comprendre en fait ce qui s'est passé pendant le procès, car c'est véritablement une entreprise collective, bien que signée par une personne, mais à mon sens une entreprise collective d'archivistes, d'historiens, pour essayer de mettre en valeur les traces matérielles de ce procès, afin non pas d'illustrer le passé, mais au contraire de le réinterroger. Et je lance un appel au directeur de ce centre pour une prochaine fois consacrer à ce programme la projection de l'intégralité commentée de cette série de 5 heures. Merci Françoise pour ces compléments et ces suites du procès. Maintenant, la parole est à vous. Je lancerai peut-être simplement la discussion en disant qu'une personne qui ne peut pas être présente nous a adressé un mail dans lequel il demandait de répondre à la question suivante: est-ce que Milada Horakova a été une victime, un martyr ou une héroïne? Voilà, ça peut donner lieu à une partie de la discussion.
Pour commencer, des questions très bêtes. La première, c'est on parle de participation de deux soviétiques au montage du procès qui étaient des conseillers au ministère de l'Intérieur. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a soviétique et soviétique. En fait, dans les procès, dans le procès hongrois par exemple, il s'agissait de gens qui étaient à Vienne, dans les services secrets de l'armée, et autour, c'est-à-dire le KGB, le projeté vers l'extérieur, et par des représentants du ministère de l'Intérieur soviétique au sens MVD traditionnel. Et donc je pense que ça fait une certaine différence au sens où les objectifs ne sont pas forcément les mêmes. Et ce qui me frappe, c'est l'évolution de la dimension internationale donnée à ce procès, et en particulier le terme trotskiste a été utilisé, je l'ai vu en feuilletant rapidement, mais quel sens ça avait exactement? Parce que selon les cas, c'est utilisé de façon variable, et il y a un nom dont l'absence est tout à fait intéressante, c'est celui de Field. Ce qui est très très intéressant. Donc j'ai l'impression que là il y a un contexte particulier. Alors on sait qu'il ressort plus tard, qu'il y a des éléments qui auraient permis de monter ça, et donc il y a ce qui m'interroge moi, c'est les gens qui organisaient le procès avaient grosso modo les mains libres pour faire à peu près n'importe quoi. Il n'y a pas de contraintes majeures sauf certaines peurs. Et ils ont ciblé d'une façon extrêmement précise, dans un cadre chronologique qui ne correspond pas à celui des procès des autres démocraties populaires. Et là-dessus, j'aimerais en savoir un peu plus si c'est possible. Oui, alors l'objectif, mais Françoise complétera, visiblement, lorsqu'on lit les minutes du procès, on se rend compte qu'effectivement, il n'y a pas grand-chose à voir avec ce que sera le procès Slansky, qui va être en quelque sorte le chef-d'œuvre au sens médiéval du terme, des procès à spectacle. Et là, effectivement, toutes les connexions, commençant par Field, qui est le point de départ, hein, l'ancrage du réseau international et de la dénonciation du trotskisme, ce n'est pas le cas de ce procès. Ce procès a pour fonction essentielle de dénoncer les liens entre l'ennemi intérieur et les émigrés, ceux qui sont partis en Occident. Et j'en profite pour répondre partiellement à la question de Françoise. Du côté français, effectivement, on ne bouge pas. On ne bouge pas parce qu'on est traumatisé par les échecs, les évasions du printemps 1948 que les services français ont organisé. Il y a un certain nombre de gens qui ont cherché à quitter la Tchécoslovaquie, et bon, c'est un épisode bien connu et bien éclairci aujourd'hui, et qui ont été pris au moment où ils embarquaient dans l'avion qui devait les mener à l'ouest. Donc le moins qu'on puisse. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les Français font tout à fait profil bas. Alors effectivement, chronologiquement, il y a une implication, puisque ce procès vient après le procès Roy et le procès Kostov, mais il a une autre fonction. Il a une autre fonction qui est plus locale. Moi, je crois qu'ils ne sont pas si libres que ça, parce que c'est un spectacle, et il faut que le spectacle marche. Et le spectacle ne marche pas. Et la dimension trotskiste, elle est tout à fait mineure dans l'ensemble du procès. C'est pas ça qui... Enfin bon, évidemment, je peux me tromper, parce que Elle est mineure. C'est l'intellectuel non communiste qui est en cause. Enfin, c'est pas le trotskiste. D'ailleurs, c'est vraiment très drôle. Il faudrait vraiment peut-être traduire son dernier discours. C'est une perle. Enfin, c'est extraordinaire. Et cette malice qu'il a pour le dire, c'est époustouflant. Par
par contre, ça ne marche pas. Enfin, la seule qui marche, la seule qui est rompue, c'est la personne qui a tenté de se suicider en décembre, c'est Zemilova, et qui s'est ratée. Et elle est complètement cassée. Mais les autres ne sont pas cassés du tout, ils sont étonnants. Et quand vous voyez quelqu'un comme par exemple Yogi Veida, et il vient de republier ses mémoires, c'est quelque chose d'extraordinaire, en plus extrêmement bien écrit, avec le titre tout à fait évocateur Gibson's Bitochine. J'ai vécu en trop, oui. En vain, un très beau livre où il y a une trajectoire très longue, et où finalement ce procès et toutes ces années de prison qui devraient tellement peser dans l'ensemble du livre ne sont finalement qu'un épisode d'une vie extrêmement riche. Donc en fait, c'est un marché, c'est un procès qui n'a pas donné ce qu'on attendait de lui. Les acteurs n'ont pas joué la partition. On a essayé de les casser, finalement, ça s'est passé un petit peu comme ça s'était passé avec les autres procès, sauf que les autres procès, on n'avait pas donné la dimension de propagande qu'on a donnée à Horakova. Et on est extrêmement en vue. Enfin, on ne peut pas montrer ces images quand on voit. Enfin, je les ai montrées au centre russe. J'étais très frappée. Enfin, quelqu'un m'a dit, mais elle a l'air cassée, Horakova. J'ai dit, moi, j'aimerais bien avoir l'air cassée comme elle. Enfin, parce que pour se tenir comme elle se tient tout le long du procès, c'est extrêmement étonnant. Ça va marcher. Ça ne marche pas? Si, ça marche. Moi, je voudrais ajouter quelque chose, en fait, à ce que Jean-Paul Marais vient de dire, en précisant qu'on a peut-être un petit peu bougé tout de même, les Français. Dans les archives de la Direction générale des affaires culturelles, il y a des traces de ce procès, et en particulier les traces, ce sont des textes rédigés, des émissions, non pas par la Direction des affaires culturelles, mais par le ministère de l'Intérieur. Alors, à quel niveau, j'ai oublié, mais ça dépend de l'Intérieur. Alors, le mot exact de ces émissions, je ne sais pas le prononcer, c'est Ontrovoik. Et Ontrovoik, bref, et il y a des émissions quotidiennes, en gros, entre le 10 et le 20 juin. Alors, moi, j'ai photocopié 2 ou 3 documents, 14 juin, 17 juin, justement parce que Slavis Calandra, que je ne connaissais pas du tout, ça m'a accroché, ce qu'on disait sur lui. Il y a un document d'Opno qui parle de lui comme un grand intellectuel, son parcours, qui le trace comme un communiste international, qui le positionne comme un communiste international. Et puis bon, on parle bien du procès des 13 de Prague dans ce document, et surtout, il y a, à travers ces émissions donc, qui sont sûrement données en langue tchèque et slovaque tous les jours, parce que le processus est permanent, il y a des appels au soutien à Calandra, et seulement à Calandra, d'un grand nombre d'écrivains français. Et il y a également un texte de Breton qui appelle Éluard, j'ai connu celui-là je pense, à prendre position, qui manifestement n'a pas été connu. Mais donc on en parle, c'est une radio officielle, ce document, c'est une radio française qui transmet en langue tchèque et slovaque. C'est peut-être la seule chose qui a été faite, mais il y a eu. Alors, bien sûr, c'est vrai qu'avec ce qui s'est passé auparavant, les fuites et les compromissions françaises, voilà. Oui, ce ne serait pas étonnant, ce qu'on appelait les œuvres, les émissions vers l'étranger, et rendu compte des choses, mais je pensais, d'après ce que j'ai vu dans les archives et françaises et tchécoslovaques, il n'y a eu qu'une démarche officielle, je voulais dire. Qu'il y ait eu qu'une information ait été donnée, été diffusée, certainement, alors quelle est la marge de jeu entre les deux, c'est toujours difficile à dire. Il faudra regarder effectivement les choses de plus près. Ce que je voulais dire, en fait, peut-être un peu de francocentrisme, parce qu'il y a quand même d'autres pays démocratiques comme l'Angleterre,
le pays scandinave, etc. Il n'y a aucune réaction de part sur Einstein. Si, aux États-Unis. Envoyer un télégramme. Il faut bien voir que les organisations émigrées aux États-Unis ont été très actives, ont publié beaucoup de documentation et ont alerté leurs interlocuteurs. Il y a eu des réactions très fortes. Le cas de Einstein n'est pas un cas isolé, et comme le rappelait votre prédécesseur, les intellectuels se sont un peu mobilisés partout en faveur de Calandra. C'est pas seulement en France, en Angleterre aussi et ailleurs. En Scandinavie. Et en Scandinavie, aussi. Mais en faveur de Rolakova, Si les associations de femmes, les gens qu'elle avait côtoyés dans cet engagement se sont prononcés. Pour Rolakova, effectivement, elle était très connue comme animatrice du mouvement des femmes qu'elle présidait après 1945. Elle avait été active déjà avant-guerre. Effectivement, dans les mouvements de femmes internationaux non communistes, il y a eu des soutiens publics et répétés pendant ce procès. Et même parmi les anciens résistants, il y a eu très peu de soutien. À part les femmes, c'est marrant. Moi, je ne sais pas, mais c'est une question qui se pose. Elle n'a pas été étudiée. Là, par exemple, là, on peut dire que le travail qui a été fait sur la propagande permet de répondre de façon très très nuancée sur cette question-là. Par exemple, moi, je viens de faire photographier la propagande sur le pont Smansky pour établir l'évolution entre les deux procès et en quoi ils sont différents, en quoi ils sont semblables, puisque ici une méthode est développée pour travailler ce genre de matériaux, on va l'appliquer au procès Smansky. Mais il faut dire que personne ne s'intéresse plus maintenant au procès Smansky. Parce que c'est La route. Oui, c'est un peu. Moi, la réponse. D'abord, beaucoup, comme je vous ai dit, les historiens s'intéressent peu à ces procès-là, parce qu'ils ont peut-être l'impression que Kaplan a fait pour un temps beaucoup de travail et qu'il est difficile d'aller plus en avant. Et parmi ceux qui s'engagent, la réponse assez courante, c'est on va quand même pas s'occuper d'un communiste. Oui, Paul Gradevol veut reprendre la parole. Est-ce que quelqu'un a eu accès aux archives soviétiques sur la question? Oui. Et on en a tiré quoi? C'est-à-dire du point de vue soviétique? Sur Rolakova, il aurait. Il y a les échos, c'est-à-dire le travail des deux comment ça s'appelle, Ligachev et je sais plus qui. Ligachev, oui. Et je crois que ça a été fait par Kaplan et par Pletchan. Je suis pas persuadée. Je sais qu'il y a eu un livre de sortie sur ces procès-là en russe. Et il y a une équipe qui travaille avec le centre russe à l'école des hautes études sur les procès, à partir du procès Charty de 1928 jusque dans les années 50-60. Et là, il y a toute une équipe qui travaille. Si vous lisez le russe, vous pouvez vous référer à cet ouvrage. Mais... Donc là, il y a eu donc un procès contre la procureure Morochova. Oui. Et est-ce que donc ces archives ont été utilisées pour un procès? Alors justement, c'est au cours de ces pratiques de visionnage, de projection des l'étopisme, donc du matériau brut
tel qu'il avait été découvert, donc il a commencé à être montré dans des, de la façon que je vous ai exposé tout à l'heure. Et au cours d'une de ces projections, il y avait un membre du bureau d'investigation des crimes du communisme, donc pas de l'Institut nouvellement créé, mais de l'ancien, qui s'est intéressé tout d'un coup à cette question et qui a donc suscité une plainte. Et il faut susciter une plainte pour entamer une enquête. Et c'est donc la pratique cette pratique de montrer ces films d'archives a conduit au procès Brochova, et donc elle a été jugée, graciée, elle a été, la première sentence, donc je me rappelle très bien les mots du juge qui avait fait une belle démonstration sur toutes les horreurs du personnage, et qui avait terminé son discours en disant: nous savons tous ici présents que Madame Brochova ne sera pas une heure en prison. Et en fait, quelques mois après, elle y était. Donc il y a quelque chose qui s'est passé. Klaus l'a gracié. Enfin, il devait la gracier déjà l'année dernière, il l'a pas fait. Il s'est fait un peu. Mais elle avait, je ne sais pas si tu te rappelles des articles qu'il y avait l'année dernière sur, des interviews avec elle, où elle disait qu'elle était très heureuse en prison, qu'elle avait des copines et qu'il faisait chaud et qu'on la traitait bien, et ça avait l'air tout à fait authentique. Enfin bon, là maintenant elle est rentrée chez elle. Je vais poser la question sur la Constitution et la sauvegarde des archives. Vous avez dit que le spectacle n'a pas fonctionné comme c'était attendu. Vous avez dit que le film a disparu, qu'il a été retrouvé par une personne. Les films, oui. Les films, tout le matériel tourné. Là, on a vu passer le livre avec la transcription de tout le procès. Quelles sont vos conclusions sur la confection des archives à cette époque-là? Est-ce qu'il y a eu déjà une manipulation? Est-ce qu'il y a une manipulation après? Parce que les archives de cette époque ont été mises fortement en cause avec l'affaire Cloudera, ou aussi avec quelque chose, le papier des archives, et les intellectuels français ici nombreux ont été, qui ont dit que c'était une imposture, faux, etc. Alors est-ce qu'on peut avoir foi dans ces archives? Alors tu disais qu'il n'y avait pas la plaidoirie d'avocat dans le texte, le premier texte qui a circulé qui date de 50, il y a la plaidoirie des avocats. Alors il y a eu le son, les voix, on n'entend pas, on a toujours coupé le son au moment où il parlait, c'est les seuls moments où on est sûr qu'il n'y a pas eu de prise de son. Je crois qu'en tous les cas, c'est très compliqué. Enfin, je crois que on peut inventer. Enfin, on peut voir des stratégies partout, des gens qui. Moi, le sentiment que j'ai, c'est qu'il y a une énorme confusion. Il y a des choses qui sont commandées, il y a des choses qui marchent pas. Au moment où elles sont commandées, il y a des discussions, il y a des traces de ces discussions. Il y a des gens qui sont pas d'accord. Il y a toutes sortes d'acteurs qui expriment des craintes, d'autres qui disent mais si ça va marcher. Enfin bon, c'est vraiment beaucoup plus vivant qu'on ne le pense. Et puis ensuite, ces archives, les traces matérielles qui nous permettent de reconstituer ça, c'est vraiment très très composite. Hein. Entre les bandes filmées, en plus, en fait, elles étaient. Alors, on entre dans la technique là. Je vais m'emmêler les pinceaux, je sens, mais je sais que les premières. Les premières traces filmiques qu'on avait étaient d'un maniement extrêmement fragile. Ce qui fait que si on les avait utilisées peut-être tout de suite très 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 vite, on les aurait
perdue, détruite à la première utilisation. Il a fallu un traitement extrêmement, extrêmement minutieux pour pouvoir les conserver. L'un des objectifs aussi de cette équipe de documentaristes et d'historiens engagés, c'est d'avoir inscrit ce fonds d'archives au patrimoine national. Oui, bien sûr, après 89. Mais je parle plutôt de cette époque-là, parce qu'il n'y avait pas eu déjà une manipulation. Je vais répondre. On oublie tout le matériel. Je vais répondre à cette question de Peter Brabenet. Un exemple, j'ai fait circuler 3 ouvrages, et parmi ces ouvrages, il y a ce qui est, semble-t-il, le sténogramme du procès. Une de mes étudiantes a fait en 1994 un mémoire sur le procès Horakova, et elle a confronté les bandes sonores qui étaient disponibles à ce sténogramme, à ce texte, et elle a relevé de très nombreuses différences de transcription, et ces différences, bien sûr, ne sont pas anodines. Ceci pour dire que les archives sonores de cette époque, à mon avis, n'étaient pas destinées à être connues, et que ce qu'on trouve sur ces archives sonores, ces enregistrements, c'est assez fiable. Autre façon de répondre à la question à propos du document Kundera. Je crois que les historiens ont en général sont confrontés à un ensemble de documents. Un des problèmes qu'a posé l'affaire Kundera, c'est qu'on a sorti un document isolé, qu'on a perdu son environnement, en quelque sorte documentaire. Et c'est là qu'il peut y avoir effectivement des manipulations et des erreurs d'interprétation, qui sont faites. Moi, je suis très frappé. Mais on va te passer la parole. Non, mais il y a eu d'autres. Oui, je sais bien. Je suis très frappé par, puisque j'ai travaillé dans les archives du ministère de l'Intérieur, entre autres, je suis très frappé par la conservation des documents. Et il faut une analyse, bien sûr, toujours du document, du producteur du document, de son destinataire et de l'environnement du document. Et ça, c'est vrai qu'il faut être historien pour le faire. Oui. Je voulais juste ajouter à ce que vient de dire Antoine Marès qu'un historien ne va pas dans les archives pour y trouver la vérité. Aucun document vous donnera la vérité. Et je complète ce qu'a dit Antoine. Un document, on le recontextualise avec d'autres documents, qui soient sonores quand c'est 20e siècle ou pas. On le critique, on le recoupe avec d'autres, et il aide à produire un établissement de faits. Les faits, c'est pas forcément la réalité absolue d'ailleurs, et une interprétation qui reste toujours ouverte. C'est ça en fait le travail de l'historien. Jamais un document va vous dire ce que quelqu'un a fait. On va trouver un document qui dit qu'il s'est passé telle chose. Et pour dire qu'il s'est passé telle chose, il faut pouvoir avoir un ensemble de choses et se poser d'autres questions que ce qui est dit dans le document. Je crois aussi qu'il faut savoir ce qu'est un procès. Je ne sais pas si vous êtes allé souvent écouter des procès, mais il y a des moments du procès où la parole colle au texte. C'est quand un juge lit un texte, lit quelque chose qu'il a bon, voilà, ça peut coller. Mais en principe, il y a une parole, et puis c'est toute une liturgie. Il y a une parole qui est dite, il y a par exemple un témoin qui parle, ou un accusé, ou quelqu'un qui accuse, qui parle. Ensuite, la parole est reprise par le juge ou par le procureur. Elle est ensuite retranscrite par un greffier. Et dans chacune de ces opérations, en fait, il y a un petit décalage. Donc en fait, il faut penser aussi à ça lorsqu'on pense à des stratégies de camouflage ou de censure, etc. Parce que très souvent,
les choses qui disparaissent sont des choses qui disparaissent de toute façon dans tout procès, même s'il n'y a pas une volonté de cacher quelque chose. Et le travail qui a été montré par cet étudiant, en fait, a été débuté par ces jeunes historiens, justement. Ils ont en fait, et puis après ils n'ont pas eu de financement pour continuer cette recherche, ils ont retranscrit sur plusieurs colonnes les différentes sources du procès qui existaient. Sur une première colonne, la source sonore, telle qu'il l'a retrouvée sur des bandes. Sur une deuxième colonne, la source sonore telle qu'elle avait été diffusée à la radio. Sur une troisième colonne, le petit livre gris que vous avez vu circuler et qui a été distribué à 140 000 exemplaires pour la société qui sorte une bréviaire, l'espèce de petit... Oui, le petit livre gris de la petite leçon à tirer du procès Horakova. Et après, quand vous voyez toutes ces choses-là, eh bien vous voyez des blancs apparaître, et là, seulement à ce moment-là, vous pouvez commencer à travailler sur les manques, mais ça veut dire que c'est un travail de bénédictin pour vraiment avoir des conclusions fiables sur ce qu'a été, sur ce qu'aurait été une censure. Tout le travail reste à faire si on est sérieux. Si on se contente simplement d'exposer des impressions... Censure ou pas censure, je me pose la question. Ils ont donc travaillé après sur les traces du procès. Il y a eu un travail. Alors, comment les films ont-ils pu disparaître? Comment ils ont perdu de vue le matériel filmique? Parce qu'apparemment, il a été caché. Tout de suite après le procès. Attendez, c'est pas les communistes qui ont travaillé sur là-dessus. Ils ont regardé... Sur le sonore, oui. Sur le sonore, ils ont peu travaillé. Les communistes, ils ont peu travaillé. Ils ont regardé, ils ont choisi des choses qui les intéressaient, qu'ils ont mis à la radio. Ils ont choisi sur les films des extraits qui leur semblaient bien pour les actualités cinématographiques. Et puis là où ils ont, par exemple, il y a un détail, je ne sais pas ce qu'ils recherchaient, mais je sais que par exemple, le technicien du son était quelqu'un qui était coupé de la salle. C'était quelqu'un qui était dans une salle à côté, qui n'a jamais été dans la salle du procès. Je ne sais pas pourquoi. Et les historiens, l'équipe d'historiens qui s'est penchée sur ce dossier, ils ont recherché en fait des témoins. Ils ont recherché, ils ont écrit, ils ont fait un appel, par exemple, un appel à témoins. Est-ce que des gens qui auraient signé des pétitions pouvaient se présenter pour qu'on fasse des interviews? Personne ne s'est présenté. Bon, ils ont essayé, mais ils ont demandé aussi à des gens des techniciens. La seule personne qui s'est présentée, c'est le technicien du son, un des techniciens du son, donc qui a donné un témoignage, qui est d'ailleurs présent, je crois, dans un des épisodes de Princess H, de cette série télévisée. Je ferai une petite remarque en tant qu'ingénieur. C'est qu'à l'époque, en 1950, la technologie d'enregistrement n'était pas aussi évoluée qu'aujourd'hui, et que c'était probablement, ils ont dû graver des disques, j'imagine, parce que les magnétophones n'étaient pas très évolués, c'est à l'époque pas disponible à l'époque, et donc ça, on ne peut pas le falsifier aussi facilement qu'on pourrait le faire aujourd'hui. On peut couper, et on peut enlever des choses, mais les modifier, je ne crois pas qu'on puisse le faire. Donc je pense que l'enregistrement sonore est la référence beaucoup plus que le sténogramme, parce que le sténogramme, on peut en faire ce qu'on veut. Étienne Boisserie. J'ai deux questions très simples de nature un peu différente. La première, porte sur les liens qui existent ou pas dans le cadre d'une stratégie nationale avec les procès qui peuvent avoir lieu en Slovaquie à peu près à la même époque, et visant aussi des membres des anciens partis du Front National. C'est la première question. Ou est-ce que c'est trop spécifique ce type de procès et les problématiques évoquées dans les actes d'accusation en Slovaquie, puisqu'il y a d'autres dimensions. Et la deuxième question, elle est purement matérielle. Ces minutes des procès que vous avez fait circuler, est-ce qu'elles existent
aussi dans d'autres langues de diffusion internationale déjà ou pas? Parce que moi j'ai un certain nombre de documents en français sur les procès contre Rita Chak, les nationalistes bourgeois, etc. Je sais que ça existe aussi pour les procès hongrois. Est-ce que ça existe aussi pour Rakova? On est vraiment dans un cadre national pour ça. Oui, pour la deuxième question, je ne crois pas que ça existe. Je pense que la fonction était une fonction essentiellement interne. D'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, il y a des digests pour le procès Slansky, mais il n'y a pas non plus de traduction intégrale du procès. Pour la première question, moi je pense qu'il y a évidemment un lien entre les procès qui sont lancés assez tôt contre les membres du Parti démocrate en Slovaquie et le procès Horakova, mais ce lien n'apparaît pas dans le procès. Pratiquement, j'ai pas souvenir, en ayant parcouru les minutes du procès, qu'il y ait un lien qui soit établi avec la Slovaquie. Je pense que là encore, les procès contre les dirigeants du Parti démocrate, qu'ils soient restés ou qu'ils soient partis en exil, sont propres à la Slovaquie et à destination du public slovaque. Une toute petite question. Est-ce qu'on a étudié les rapports entre la façon de filmer ce procès et le procès de Nuremberg, qui a été le grand modèle avant, et notamment la disposition des caméras n'est pas du tout la même, parce que Nuremberg a été monté pour être filmé. C'est-à-dire que la salle elle-même a été fabriquée et conçue pour ça. Et est-ce qu'il y a eu des études, et notamment la personne qui a filmé, ou l'équipe qui a filmé, est-ce qu'on les a retracés vraiment, savoir quel passé ils avaient, si c'est quelque chose qui est venu du RSS pour la technique de film, si ça a été inventé sur place, parce que je crois que c'est un des premiers procès de ce type à avoir été conçu dans les pays socialistes de l'époque, pour être filmé, parce qu'on n'a pas filmé les grands procès des années 30, etc. Pas de façon, enfin, pas que j'ai souvenir. C'est ouvert. Alors, on a des images du procès Charity. Alors, je sais pas, ça remonte à 1928, et on a d'autres images après dans les années 30. Moi, je ne sais pas si c'était juste des images qui ont été prises pour les actualités cinématographiques sans ambition d'un plus grand film, mais j'ai plutôt l'impression qu'il y avait aussi l'idée qu'on filmerait beaucoup. Donc il y a une différence fondamentale avec Nuremberg qui pourrait vous sauter aux yeux, c'est que à Nuremberg, c'est pas seulement le procès qu'on filme, mais c'est le film qui devient un témoin de ce procès. C'est-à-dire que la particularité de Nuremberg, c'est de faire rentrer l'écran dans le prétoire, de façon à pouvoir montrer les images filmées à la sortie des camps. Et on n'a rien de tel ici, puisqu'on est en pleine fiction. Donc on peut pas. Enfin, le problème n'est pas tant. Enfin, je crois qu'il est. Je crois que la salle. Là, je ne connais pas assez en scénographie juridique, mais je crois que c'est pas comme ça que normalement la disposition d'un. Elle est particulière à cause des deux caméras, mais apparemment il n'y a que deux caméras. En fait, toutes les études les questions posées, je ne sais pas si c'est des études très très poussées, mais toutes les questions qui ont été posées sur la façon dont ça a été filmé, c'était pour essayer d'élucider d'où venaient, comment étaient exactement posées les caméras, parce que par définition, les caméras filment, mais bon. Elles ne se filment pas
elle-même. Mais donc il y avait 2 caméras pour une raison très très simple. Il fallait filmer l'action et ensuite, pour des problèmes techniques, il fallait de temps en temps, la caméra s'arrêtait et il fallait qu'une deuxième prenne le relais. Et puis aussi, il fallait filmer des choses qui seraient conçues, qui étaient conçues dès le départ comme des sortes de scènes de remplissage ou de liaison. Je ne sais pas. C'est ce qu'on m'a expliqué. Donc, j'ai rien de plus particulier que ça. Mais vraiment, je crois que la particularité de Nuremberg, c'est de faire rentrer l'écran dans le prétoire. Oui, je crois que nous allons peut-être, malgré votre intérêt passionné pour le procès Horakova, dont je constate quand même qu'il est un support absolument formidable pour appréhender la nature du régime et la nature de la résistance aussi au régime. Donc c'est pas seulement l'événement qui est intéressant, qui est voire passionnant, voire déchirant, étant donné, on n'a pas dit que Milada Horakova est une fille qui était née en 1933, donc qui avait 16 ans à l'époque, qui va rester seule en Tchécoslovaquie parce que le mari de Milada Horakova a réussi à échapper à la RAF et à partir à l'étranger. Donc ça, c'est une dimension évidemment humaine très, très importante. Mais au-delà de cette dimension humaine, il est évident qu'on a là une espèce de nœud, de sujet autour duquel la réflexion va beaucoup plus largement. Et les travaux qui viennent d'être faits sur la campagne de propagande et l'appel à la population, et là encore on voit des choses encore plus larges, qui est le rapport de la population tchèque, tchécoslovaque avec le pouvoir à cette époque. Voilà, je voudrais en votre nom, avant que nous nous séparions, remercier Françoise Meyer d'être venue de si loin pour cette soirée, pour vous parler de ce procès qu'elle connaît bien, et vous remercier aussi de votre présence. Dernière question.